Excellent début de soirée et merci d'être fidèle au rendez-vous de ce soir. Il fait toujours jour, c'est vrai, nous sommes déjà en début de soirée. Nous sommes ce soir à Nyon, en Suisse, un petit village, un grand festival. Et ce soir, nous avons un très grand plaisir de recevoir quelqu'un que vous aimez énormément. Vous avez certainement dû suivre la promotion qui passe sur le petit écran libanais de la MTV il y a une semaine. Et ce soir, nous sommes là pour réaliser cette entrevue et enfin. J'écris des chansons d'amour. L'amour ne se hurle pas. L'amour se murmure. Moi, j'ai la voix qui correspond à mes chansons tristes et à mon époque. Précise-t-il. Une époque partagée entre la tragédie, la lassitude, l'écœurement, les zones sombres, en somme, la vie difficile et les déceptions d'amour, qui ont créé son personnage et tissé sa sensibilité. D'ailleurs, il en remercie Dieu des millions de fois de l'avoir fait passer par des tribulations, de lui avoir accordé la possibilité de rêver et de bâtir un rêve et de pouvoir le vivre. Je ne suis pas un martyr, ni un saint, je suis un homme comme tous les autres, avoue-t-il. Comme les autres, nous ne le pensons pas, car son parcours est hors commun et sa voix est inégalable. 17 heures de travail par jour, 250 jours de tournée par an, l'un des plus grands chanteurs de tous les temps. Il fit ses débuts sur les planches des petits cabarets, rêve de conquérir Broadway et ensorcelle les millions de spectateurs partout dans le monde par son registre, réel, émouvant et vrai. Ce qui lui fit valoir, selon le sondage Time CNN, le titre Entertainer of the Century devant Elvis Presley et John Lennon. Sa carrière n'a pas connu d'éclipse. Aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire, il joint les trésors du passé en lançant les défis de demain. Charles Aznavour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors nous sommes très contents de vous recevoir, bien entendu. Et ce soir, vous avez un concert ici. Donc vous êtes en répétition, vous êtes en train de vous préparer. Oui, la répétition, c'est la plus simple expression, la répétition, parce que je ne crois pas trop de répétition, trop de répétition, ça vous donne un côté un peu mécanique que j'aime pas avoir. Moi, j'aime bien être très libre sur la scène. Moins on répète, plus on est libre. Tout à fait. Mais vous savez, pour amalgamer, pour être sur un diapason, avec les musiciens, avec l'équipe de travail, avec les techniciens, il faut le faire parfois. Oui, mais ce qu'il faut surtout avoir, c'est une communication pleine d'humour avec les musiciens. Et beaucoup, très relâché. Comme ça, on peut tous dire. Non, non, tu vas trop vite, non, c'est pas ceci, non, c'est pas cela. Mais j'aime pas répéter longtemps. J'espère que cette relation humoristique ou cette affinité humoristique, nous l'aurons ce soir dans cet entretien. Bon, on va essayer. De toute façon, ça commence déjà. Charles Aznavour, vous avez aujourd'hui 75 ans. Oui. Et pourtant, à cet âge, vous avez accumulé 65 ans de métier, 55 ans d'écriture, 45 ans de scène et 35 ans de vie conjugale réussie. Tous ces chiffres paraissent bien impressionnants. Vous êtes certainement satisfait de ce que vous avez fait. Ah oui, 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 je n'ai pas à me plaindre. Vous êtes toujours ambitieux. Non, non, je ne suis pas particulièrement ambitieux. Disons que j'ai toujours eu l'orgueil de faire un travail bien fait, hein, mais c'est un orgueil bien placé. Ce que je veux, c'est une sorte de perfection dans une sorte de manière de travailler qui semble être un laisser-aller. Pas de mécanisme. Essayons de formuler la question différemment. Que reste-t-il pour demain? Oh, bah écoutez, j'espère avoir encore beaucoup de petits-enfants, j'en ai que 2 pour le moment. C'est la chose la plus importante. Moi, la famille, c'est important. Hein. Ouais. Vous avez des petites filles ou des petits garçons? Ah, j'ai des petits-enfants. Ma grande fille m'a fait un garçon et une fille. Donc une petite poule et un petit poulain? Voilà. Oui, mais petit, maintenant, il y en a un qui a 16 ans et l'autre qui a 21 ans. Ouais. C'est pas mal. Charles Aznavour, est-ce que la musique est toute votre vie? L'écriture. La musique elle-même, je ne dirais pas oui. Je dirais qu'une partie, c'est la musique, mais une grande partie, c'est l'écriture. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que votre chanson est une chanson engagée dans le sens politique? Elle n'est pas engagée politiquement, elle est engagée humainement. Humainement. Parce que politiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. La politique, vous savez, c'est pas ce qui m'a intéressé dans ma vie. Ce qui fait que j'ai réussi le prodige d'être bien des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai les amis à gauche, et les amis à droite et les amis au centre. Ce qui compte d'abord, c'est l'homme. Et si l'homme est bien, la politique qu'il mènera sera bien. De quelque côté qu'il se trouve, il trouvera des choses bien à faire. Mais également, quand la politique est bien, l'homme est également bien. C'est parce que l'homme est bien que la politique est bien. Donc un régime politique est la résultante ou la confection d'un homme. C'est le travail d'un homme. Oui, parce que regardez, la plupart du temps, les gens promettent
arrivent au pouvoir Et oubliez leur et promesse. imposent une dictature. En Afrique, ça s'est passé tellement souvent que c'en est déplorable. Et dites-moi, votre chanson, c'est vrai qu'elle a servi l'humanité, qu'elle a servi l'homme, qu'elle a servi les grandes causes, elle a dénoncé la guerre, la famine, l'injustice et les misères. Quel poids pensez-vous que la chanson peut faire pour que notre monde soit plus humain? On ne peut pas faire grand-chose, mais le petit morceau que la chanson fera, ajouté à d'autres petits morceaux, finira peut-être par ouvrir de temps en temps une conscience moyenne qui pourra faire avancer les choses. Est-ce que les politiciens y sont sensibilisés? Les politiciens commencent à y croire, parce que la politique aussi est descendue dans la rue, comme la chanson. Avant, la politique était au-dessus de la mêlée. Maintenant, la politique est en plein dans la mêlée. Donc, commence à y croire et commence à écouter les chansons et ce que racontent certaines chansons surtout. Donc aujourd'hui, la parole peut toujours changer, On peut toujours changer, oui. par le biais de la parole. Oui, ne serait-ce que par intérêt, on peut changer. Je parle des politiciens, là. Charles Aznavour, vous considérez-vous un objecteur de conscience? Non, je suis rien du tout, moi. Je suis un homme de la rue, avec les idées de l'homme de la rue, et souvent l'homme de la rue a des idées qui peuvent être intéressantes. Vous considérez-vous un instigateur de révolution? Oh non, Du tout. je suis loin de tout ça. Votre chanson a sondé les cœurs et les reins, elle a suivi les méandres des sentiments individuels. Il n'y a pas une nuance du cœur humain et pas une situation personnelle que vous n'ayez décrite, analysée, peinte et réanimée dans vos chansons. Pour cela, est-ce que vous avez vécu tous ces moments Non. où il vous suffisait de voir les autres, de les voir vécus par les autres? Il y a d'abord le vécu des autres, bien sûr. Il y a la littérature. Il y a le cinéma. Il y a la télévision. La télévision, je parle pas des émissions de télévision, mais des émissions importantes et surtout les actualités qui, aujourd'hui, nous mettent face à tout ce qui se passe dans le monde très très vite. Et puis, il y a la radio. Alors moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, et la presse, qui regarde la télévision, les choses intéressantes, qui écoute la radio, et qui est en contact généralement avec, non pas le public, mais avec les gens de la rue. Mais vos chansons ne sont jamais démodées. C'est vrai, Parce que je ne suis pas à la mode, c'est pour ça. Elles peuvent être nostalgiques, mais elles ne sont jamais démodées. C'est des chansons, c'est des histoires de tous les jours, qu'on a vécues dans le temps il y a 50 ans et qu'on vit tous les jours. Mais par contre, il y a beaucoup de chansons qui ont disparu, qui sont restées dans les archives, qui sont restées dans la bibliothèque de chacun. On les écoute quand on a envie de les écouter et on récupère à un moment déterminé, un lieu déterminé et des personnes déterminées par leur biais. Mais vos chansons racontent des histoires toujours vécues, revécues et qui sont également vécues dans l'avenir. Peut-être, j'espère. C'est la vérité. C'est vous qui le dites. Charles Aznavour, la finesse de votre analyse et sa profondeur poussent à croire que vous êtes un fin psychologue. Sur quoi comptez-vous le plus pour puiser, pour peser, pour analyser? Les choses sont dans l'air du temps. Les sujets sont dans l'air du temps. Il suffit de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire pour se rendre compte et ressentir ce qui se passe dans le monde. Et à travers ça, pouvoir écrire des choses qui peuvent toucher les gens. J'ai par exemple écrit une chanson qui s'appelle Amour amer, où je parle du sida sans jamais dire le mot sida. Parce que je pars du principe que je ne veux pas forcer les gens à s'intéresser à quelque chose s'ils ne veulent pas s'y intéresser. Mais c'est insidieux tout ça. On finit par s'y intéresser parce que la chanson raconte quelque chose. Au départ, on prend ça comme une chanson. C'est une simple chanson. Et puis après, quand on l'écoute plusieurs fois, on se rend compte qu'elle raconte autre chose que la chanson. C'est ça mon principe. Ça l'a toujours été. Dans Je me voyais déjà, c'est tout homme a envie de réussir et tout le monde ne réussit pas. Alors c'est un artiste là, mais c'est la même chose pour les autres. Dans le toréador, c'était pareil. Le toréador peut se faire encorner ou ne pas se faire encorner. Dans la vie, on se fait encorner ou non. Donc vous êtes un instigateur de conscience Je suis un observateur des choses de ce monde. et un fin psychologue. Je ne sais pas. Je sais pas. Ça doit se ressentir ou pas se ressentir, mais j'en sais rien. Charles Aznavour, vous avez cerné la différence entre l'homme d'un certain âge et l'homme d'un certain. Vous avez ainsi transformé l'expérience d'une vie faite de leçons, dures et belles, douces et amères, dans un trésor de sagesse et d'assurance. Quelle en est aujourd'hui la récolte? J'ai un âge avancé, je dirais, paisible. La première récolte, c'est que l'homme soit en osmose avec son propre personnage, c'est important.
Et je m'assume parfaitement par rapport aux autres de toute génération. Vous avez atteint aujourd'hui une certaine sérénité? Une grande sérénité, oui. Parce que, d'abord parce que j'ai jamais voulu trop de choses. Il m'est arrivé plus que ce que j'en espérais. Vous étiez ambitieux? Non, j'étais orgueilleux, mais pas ambitieux. Pareil, une nuance extraordinaire. L'orgueil, ça vous permet de faire des choses, d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire peut-être. L'ambition, c'est... On risque parfois de vouloir prendre la place des autres. Mais l'orgueil, c'est également vivre au-delà de ses moyens. Non, il faut essayer de se transcender quand même. Impressionner les autres. Non, mais on impressionne. D'abord, il faut s'impressionner soi. D'abord, il faut s'épater soi si on veut épater les autres. Ça vient avec le temps? Non, non, ça commence très tôt. La sérénité que vous avez évoquée, se tisse-t-elle avec le temps? Vient-elle avec le temps? Oui, oui, elle vient avec le temps. Non, elle vient avec le temps, puis elle vient aussi avec les origines. Quand même. On sait bien que dans une partie du monde, et vous en faites partie, on est quand même beaucoup plus serein, on sait mieux accepter les choses que dans un autre monde. On ne vit pas de la même manière en Orient et aux États-Unis. Y a-t-il un rapport entre elle et la sagesse, ou pas du tout? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Charles Aznavour, la chanson à texte française a en quelque sorte évincé la poésie française, portant la parole à sa plus grande incandescence. Les chanteurs-poètes de ce siècle méritent bien de rejoindre le panthéon de l'Académie française. Pourquoi pensez-vous que cela ne s'est pas fait? Au Brassens, par exemple, au Barbara, ça s'est fait. Ça s'est fait? Bon, Brassens, non, nous avons été, dirais-je, médaillés par l'Académie française, mais nous n'apportons rien à la langue, nous. Moi, je ne parle pas de l'Académie française, je parle du Panthéon. Bon, pourquoi ces grands personnages n'ont pas rejoint le Panthéon de l'Académie française? Bon, notre Panthéon à nous, il est gravé sur disque. C'est suffisant. C'est une réponse. Charles Aznavour, votre musique est nostalgique, vivante, sensible et pénétrante dès la première écoute. La fluctuation entre accords majeurs et mineurs, la parfaite fusion des mots, des notes, la lenteur ou la rapidité sont les circonstances, sont-ils les facteurs déterminants de cette réussite? Il y a encore d'autres qu'on ne connaît pas. Oui, c'est un facteur déterminant, d'abord parce que je suis issu de deux cultures, et deux cultures, l'Occident et l'Orient. Et que ça a été un gros apport pour moi. Vocalement aussi, je suis entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que vocalement, physiquement et du point de vue écriture. Charles Aznavour, parlons un tout petit peu de votre rapport magique avec la scène. Vous dites souvent, on oublie tout quand on est sur scène, même ses douleurs, ses peines et sa maladie. Aujourd'hui, la scène a-t-elle toujours le même impact sur vous? Oui, oui. Alors ce soir, qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Ce soir, j'en sais rien, parce que c'est pas une scène. Pour moi, c'est autre chose. C'est un rassemblement, c'est un happening, mais c'est pas ce que j'appelle une scène. Les gens sont pas assis, ils sont pas dans les conditions du théâtre. Pour moi, la scène, c'est le théâtre. Et votre performance, ça, c'est autre chose. Votre performance change-t-elle, varie-t-elle dans Oui, l'autre? elle change automatiquement. Elle change peut-être pas dans l'œil du public, je me rends pas compte, mais pour moi, elle doit changer dans l'œil du public. C'est pas la même chose. Enfin, c'est justement votre fort intérieur qui dit tout. Donc les chansons sortent de vos entrailles. Alors, elles sortiront différemment. Elles sortiront avec... diront que je serai un peu moins tendu, bien que je ne sois pas tendu en scène, mais moins tendu. C'est-à-dire, je serai peut-être plus libre. Et c'est pas tout à fait ce que Aznavour a été jusqu'ici. donc votre prestation est toujours la résultante du contexte là où vous êtes. Oui, le public influe beaucoup sur ce que je fais. Donc pensez à Baalbek cette année. Comment sera votre performance? Ben, ça sera dans cet endroit ça sera entre ça et un théâtre, automatiquement, puisque il y a un peu de ça, mais ils sont assis. Mais il n'y a pas de toit. Le toit est un complément fantastique pour un tour de chant. C'est également l'histoire qui est racontée par les colonnes de Baalbek, par le temple de Baalbek. C'est une oui, civilisation. Ça doit pouvoir... J'ai fait dernièrement une prestation d'une chanson avec Nana Mouskouri à Athènes, au bas du Parthénon. Et ça a donné une dimension tout à fait différente et que je ne connaissais pas, qui était tout à fait particulière. Oui, et je pense qu'à Baalbek, ça fera la même chose. Ce sera une chose différente et ça va me conditionner dans ma manière de dire les choses, de chanter les choses. Il a probablement eu certaines peurs, je ne sais pas. Non. Un certain respect pour les ancêtres. Un peu trop. Je n'y penserai pas. Non, du tout. Je n'y penserai pas. Non, mais
Vous pensez à quoi? C'est le conditionnement du lieu et de la manière dont les gens se comportent dans ce lieu, justement. Bon. Charles Aznavour, vous avez dit tout à l'heure comme quoi votre relation, votre rapport avec l'orchestre, avec votre équipe est une relation qui est très humoristique. Il y a de l'humour toujours. Toujours. Des anecdotes que vous lancez dans les répétitions. Avec le public, Non, comment vous réagissez? Très peu. Je réagis moins avec le public. Je parle un peu, mais pas beaucoup. Votre personnage, pas en tant que chanteur, votre personnage, vous, l'homme que vous êtes sur scène, ça vous intéresse de savoir comment vous êtes perçu, bien entendu? Non. Du tout? Non. Vous vous en foutez? Non, je m'en fous pas, mais je veux pas le savoir, parce que le savoir, ce serait essayer soit de corriger quelque chose, soit d'accentuer quelque chose. Et je ne veux absolument pas, je vais être ce que je suis. Mais à votre avis, par oui dire, comment êtes-vous percé sur scène? Comment êtes-vous perçu J'ai sur scène? jamais écouté les oui-dire. Surtout pas. Surtout pas. Il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est là où on mécanise les choses, où on essaie de rattraper certaines choses. Moi, je pense que les qualités et les défauts d'un artiste sont importants, et parfois, les gros défauts sont de belles qualités, artistiquement parlant. Est-ce que vous suivez les critiques qui apparaissent dans les Je journaux, ne dans les magazines? je lis pas les critiques, moi. Ça m'intéresse pas, la critique. Du tout. Non, pas du tout. À partir du moment où le public vient me voir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de la critique? J'ai été l'artiste le plus critiqué de France. On a tout dit sur mon compte et le public était là. Alors, quand on me disait t'as une mauvaise critique, je disais oui, mais la bonne critique, elle est dans la salle. À vos tout débuts, on avait dit de vous, Aznavour est un produit invendable, Oui. parce que difficilement comestible. Oui. Avoir la prétention, avec un tel physique et une telle voix, de se présenter devant un public est une pure folie et une chose inconcevable. Oui, vous voyez. L'enroué vers l'or ne prendra pas son vol. Il ne fera pas de carrière, il ne possède aucune des qualités requises pour ça. Un Arménien, ça sait compter, vous feriez mieux de faire de la comptabilité, vous pourriez chanter en comptant, mais ne comptez pas chanter. Voilà. Je connais bien. Ben voyez-vous, le journaliste qui a écrit ça, il n'est pas mort de honte. Parce que son article, on l'a oublié. Mais ça, c'était les tout débuts. Aujourd'hui, les articles, les analyses qu'on fait, les critiques élogieuses. Je vais vous dire d'abord ce qui s'est passé, c'est que j'ai été critiqué en France, mais pas à l'étranger. Jamais. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Vous n'êtes À pas l'étranger, français on a tout de suite perçu, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les pays du Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, en Allemagne, en Angleterre, partout, j'ai eu toujours que des bonnes critiques. Enfin, dans les pays de l'Est aussi. C'est la France qui m'a critiqué. C'est leur chauvinisme poussé, à votre avis? Non, pourquoi chauvinisme? Il y a eu d'autres artistes qui n'ont pas été critiqués et qui n'étaient pas d'origine française. Donc, je sais pas le chauvinisme. Je pense que je gênais certains journalistes, peut-être. Les médias, je les gênais. D'autres chanteurs, bien entendu, aussi. Vous les avez gênés? Non, j'ai fait une chose tout à fait différente. Et comme j'ai jamais été une révélation, et comme j'ai jamais été encensé par la presse, j'ai pas gêné les chanteurs. Vous êtes resté sur les chapeaux de roue pendant 50 ans. Et je suis toujours là, oui. Votre carrière n'a pas connu d'éclipse? Non. Non, elle a eu des difficultés au départ. De tous les temps? Il y a eu des départs difficiles. Votre chanson ne s'est pas démodée? Non. Alors après tout cela, il faut comprendre pourquoi il y a les critiques. Mais à l'époque, ils ne savaient pas les critiques, le pourquoi ou le comment. Il se trouve que peut-être que, comme j'ai dit dans Je me voyais déjà, j'étais peut-être un peu en avance sur mon métier et avec mon temps. J'écrivais différemment, je n'imitais pas quelqu'un. Vous savez que la plupart des chanteurs ont commencé, les auteurs-interprètes ont commencé par écrire des chansons qui ressemblaient aux chansons des autres, pas moi. Peut-être que ça, je le dois à tous ces poètes que j'ai lus dans ma vie, qu'ils soient d'Occident ou d'Orient. Charles Aznavour, on va revenir un peu dans le temps, à votre début. Vous parlez toujours de Piaf. Piaf, pour vous, personnifie la prêtresse. C'est ainsi que vous l'avez qualifiée d'ailleurs, que vous l'avez décrite. Elle était notre prêtresse, oui. Oui, avec Piaf, c'était une complicité. Une énorme complicité. C'était une amitié inégalable. Oui. C'est un souvenir qui est toujours enfui en vous. Toujours. C'est une personne qui vit toujours en vous. Toujours. Vous avez écrit pour elle, elle a écrit pour vous. Vous avez chanté pour elle, elle a chanté pour vous. Avec Piaf, vous vous dirigez toujours vers Piaf, vers l'aimant de Piaf. Donc c'était une direction aimantée vers elle. Elle vous a lâché parfois, mais vous reveniez toujours à elle. Parce qu'elle me rappelait. Sinon, j'aurais été trop orgueilleux pour revenir. Ça. Non, mais il y a eu deux aimants dans ma vie, deux aimants importants, pour deux choses différentes. Piaf pour ce qu'elle était, et Trenet pour ce qu'il écrivait.
Ce sont les deux personnages clés de ma vie, parce que dans toute... par exemple, si vous prenez Baudelaire, c'était Edgar Poe. Hein. Donc on a tous eu des gens comme ça. Moi, ça a été Pierre Fétrenet. Et c'est toujours Pierre Fétrenet. Vous êtes-elle toujours soudés? Toujours. Non, ça ne bouge pas. Non, quand on a des admirations, quand on a des affinités, on les garde à vie. Et Charles Aznavour, aujourd'hui, comment vous évaluez les chanteurs de nos jours? Nous avons d'excellents chanteurs en France. Je continue à penser que les vraies personnalités sont françaises. Oui. Parce que si vous prenez les Américains, on va en citer 3 ou 4 qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du lot, et quand même sur un peuple de près de 300 millions d'habitants. Sur 60 millions d'habitants, on en a plus qui sortent du lot. Non seulement en pourcentage, mais définitivement. Parce que quand vous prenez des gens comme, je sais pas moi, ou Julien Clerc, ou Trenet, ou je sais pas, il y en a plein, ou Souchon, ou Léo Ferré, ou Brassens, tout ça vous n'avez pas ça, vous n'avez pas cette floraison aux États-Unis. Ça n'existe pas. Souvent, vous prenez 10 chanteurs qui chantent de la même manière. Ils changent les orchestrations. Ils ne changent pas autre chose. Alors vous avez bien sûr ceux qui émergent, Ray Charles, Sinatra, Presley, mais le pourcentage français est plus important que le pourcentage américain. Même aujourd'hui. Oh, même aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, où le rap et le rock se ressemblent beaucoup. Mais pourquoi, à votre avis, les nouveaux chanteurs disparaissent facilement et rapidement? Non, ils ne disparaissent pas. C'est dans les pays... C'est-à-dire que le pouvoir d'achat américain est tellement fort qu'ils arrivent à faire une publicité énorme pour leurs produits, quels qu'elles soient, que ce soit les bananes, la vache, en Europe également. Partout. Partout. Les médias sont absolument inondés. Il n'y a plus de... On est obligé, nous en France, on a été obligé, pas pour moi, mais j'ai été débattre la question, on a été obligé de mettre des quotas pour que la chanson française passe à la radio française, à des gens qui sont les patrons de radio et qui ont des enfants qui vont apprendre l'anglais et qui dans leur propre pays ne sauront pas ce qui se passe dans leur propre langue. Je me suis insurgé contre ça. Mais sinon, si vous vous installez en France pendant 3 mois et que vous voulez voir des chanteurs français, vous en allez voir des formidables. Bien sûr qu'on ne fait plus leur publicité dans le monde, puisque la publicité fait... Quand un artiste veut avoir une grande publicité, il faut qu'il aille aux États-Unis. Mais ces nouveaux chanteurs ont-ils la foi? Vous avez commencé? Oui, ils ont tous la foi. Ils sont Pas la foi. formidables. Pas de la foi. Mais si, ils ont une foi formidable, il faut pas croire ça, ils sont formidables. Moi, je les trouve très très bons, très bien. La foi. Ils ont la foi. Une fois qu'ils déplacent pas les montagnes, parce que les montagnes sont américaines. Vous avez avoué une fois que la chanson n'est pas un moyen de vivre, mais une manière de vivre, avec ses joies et ses dogmes et sa morale. Voilà, c'est une manière de vivre, c'est un mode de vie en France que ailleurs, c'est une profession uniquement. Vous avez précisé que si les nouveaux chanteurs disparaissent, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne pensent qu'à Non, la j'ai foi jamais en dit ça. Non. Non, j'ai jamais dit une chose pareille. Sûrement pas. Parce que je connais mes camarades, je sais comment ils font, et je sais de quoi ils vivent d'une manière interne, et je vous assurerai que j'ai jamais dit ça. Maurice Chevalier avait dit une fois, quand on entre dans le métier de la chanson, on Comme y en entre religion. Comme en religion. Absolument. Vous êtes d'accord? Absolument. Et je ne suis pas le seul à être d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Charles Aznavour, vous avez échangé des chansons avec Piaf, vous avez écrit pour elle, et elle a écrit pour vous. Non, elle n'a pas écrit pour moi. Vous avez écrit pour elle. Quelle est la chanson que vous avez écrite pour elle, qui à votre avis est la chanson ultime? Celle que j'ai écrite pour elle et qu'elle a refusée pour commencer et qu'elle a chantée par la suite, ça a été Joël et Dimanche. Elle l'a refusée parce qu'elle était un peu effrayée par mon langage dans la chanson, et puis ensuite elle l'a quand même chantée. Quand vous créez une chanson, dans le processus de la création d'une chanson, vous écrivez toujours les paroles avant et la D'abord. musique par la suite? Toujours les paroles. Vous n'avez jamais vice-versa? Vous n'avez jamais en même temps? Non. Alors, en même temps, ça m'est arrivé, mais le sens contraire, jamais. Vous avez fait le tour du monde, vous avez chanté dans beaucoup de pays. À quoi vous attendez toujours de chaque auditoire? Ben, j'attends que le public ait autant de talent qu'il veut que j'aille sur la scène. Vos chansons sur scène sont une scène entière. Les musiciens, la maman,
la bohème, sa jeunesse, il faut savoir. C'est-à-dire, les talents ne sont pas uniquement dans la voix, ne sont pas uniquement dans la composition, dans la parole, ni dans la musique, mais le talent est également dans une mise en scène. Donc on sent qu'il y a une mise en scène dans ces chansons-là. Disons que c'est dans la présence surtout. C'est qu'un artiste qui n'a pas de présence, il ne peut pas réussir, même s'il a du talent en dehors de ça. Il peut écrire, mais il ne peut pas réussir sur scène. La présence est quelque chose de très important, primordial. À vos tout débuts, vous avez été lancé à l'Olympia de Bruno Cocatrix. Et vous êtes... Non? Le vrai lancement. Lui n'a pas voulu non plus. Il est venu me chercher quand ça marchait. On est toujours venu me chercher quand on s'est rendu compte que ça marchait. Mais le vrai départ. Jamais on m'a engagé en premier. Non. Jamais. Non, c'est chez Patachou le premier. Le vrai départ, il s'est fait à Casablanca. Votre consécration est lieu à Casablanca? Casablanca. C'est là que M. Baucher, qui était le patron du Moulin Rouge, m'a vu et il m'a engagé en vedette au Moulin Rouge. Sinon, j'étais passé nulle part. Dites-moi, votre voix, vous lâche-t-elle de temps en temps ou pas? Non, jamais. Jamais. Comment vous la travaillez? Je ne travaille pas. C'est instantané? C'est spontané? Je suis né avec. Y a-t-il un certain mode de vie que vous adoptez? Ah bah oui, mais je mène une vie régulière et normale. Je ne fais pas de folie, je ne fais pas de bêtises. C'est pas pour préserver ma voix, c'est parce que j'aime pas ça. Un chanteur sans folie, un artiste sans folie, une star sans folie, ça peut arriver? Ben oui. La folie, c'est à partir du moment où on a une plume à la main. Pourquoi l'avoir dans la vie? Vous êtes matinal, vous réveillez le matin tôt? Matinal, 6h30, 7h du matin. Comment se déroule votre journée? Et à 10h30, je la termine. Du soir? Sauf quand je travaille. Comment elle se déroule? Beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture. Je compulse les journaux. Qu'est-ce que je fais encore? Je regarde les nouvelles et puis je rencontre les amis. Et des amis avec lesquels je peux avoir un échange. Quel qu'il soit, il n'est pas obligé d'être quelqu'un de mon métier, mais pourvu qu'il ait un esprit ouvert. Votre voix sort-elle, disons la voix en général, est-ce qu'elle sort du cœur ou du cerveau, de la tête? J'en sais rien du tout. Alors. Elle sort, c'est le principal. C'est un amalgame des deux? Je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, je suis pas quelqu'un de technique. Hein. Tout ça, c'est de la technique intellectuelle et ça me... Je sais pas, moi, elle sort, elle vient. Charles Aznavour, étant jeune, ou plutôt avant que vous ne soyez ce que vous êtes aujourd'hui, avant que vous ne soyez la star que vous êtes devenu par la suite, qui étaient les grands qui vous faisaient vivre, rêver? Chevalier, Carlos Gardel, Al Jolson, Judy Garland. Voilà. La pléiade des grands. Mais oui. C'est ceux-là qui nous ont appris notre métier, malgré nous. Et puis quelques Espagnols aussi, faut pas oublier. Quelques Espagnols, il y a eu des chanteurs espagnols étonnants. Charles Aznavour, sa jeunesse, hier encore, j'avais 20 ans, le temps, je sais qu'un jour viendra, des titres de chansons, la notion du temps est prédominante. Le temps, fait-il peur? Bah oui, le temps il est tellement rapide qu'il nous fait peur, c'est normal. On a l'impression qu'on ne va pas terminer notre travail et qu'on sera parti avant. Alors il faut terminer avant, finir tout ce qu'on a à dire. Vous avez peur de vieillir? Ah non, j'ai déjà fait. Non. Si, à 75 ans, je peux pas dire que j'ai peur. Écoutez, c'est vrai que les cheveux sont blancs aujourd'hui, ils sont plus grisonnants, mais vous avez toujours le dynamisme, la motivation, la force. Oui, parce que l'âge n'a rien à voir. Le courage d'affronter. Mais l'âge n'a rien à voir avec tout ça. Il y a des gens qui vieillissent parce que d'un jour ils décident que j'ai 60 ans, maintenant c'est l'heure de la retraite, et puis ils commencent à se courber le dos et à marcher plus lentement. Non. C'est la vieillesse de l'âme, c'est la vieillesse du cœur. Et ce n'est pas le cas chez vous. Non, mais moi je sais pas, j'ai jamais pensé que j'ai 75 ans, je les ai. On n'en parle pas, je ne peux pas faire autrement. Ça c'est dans la carte d'identité, mais dans le cœur non. Vous êtes toujours le même sur scène. J'ai toujours été un petit peu plus âgé que mon âge. Et maintenant, je suis un peu plus jeune que mon âge. Voilà la différence. Quand j'étais jeune, j'étais pas très jeune, moi. Alors,
J'ai commencé à rajeunir quand j'ai atteint 50 ou 55 ans. Justement, c'est ça la différence entre l'homme d'un certain âge et l'homme d'un âge certain. Ah oui, je pense, oui. Nous sommes toujours à Nyon, c'est la fête ici, et nous sommes dans un camping. Et il y a une grande soirée qui s'annonce ce soir. Alors, monsieur Aznavour, vous avez le concert, voilà, tout le monde vous attend. Nous avons toujours quelques questions à vous poser. Vous êtes le produit de différentes cultures, la culture de la poésie orientale, que vous avez dû hériter de vos parents, bien entendu, notamment celle d'Omar Khayyam, et celle de la poésie française que vous avez tant aimée et si bien acquise. Pensez-vous que ce métissage de culture a donné aux paroles de vos poésies un cachet encore plus universel? Oui, automatiquement. C'est ce qui a fait beaucoup. C'est ce qui a fait la différence, en tout cas. Et vous sentez tirailler entre les deux cultures, vous sentez que cette osmose-là est une source de richesse pour vous? Je ne suis pas tiraillé entre deux cultures, pas du tout. C'est une source de richesse, c'est sûr. Mais tiraillé, pas du tout. Dans l'une de vos entrevues, vous avez signalé que l'égoïsme de l'artiste était une condition indispensable pour sa réussite, oui, sa production. Oui. Vous êtes toujours sur la même pensée, sur le même concept. L'égoïsme est important, parce que quand je dis égoïsme, ce n'est pas un égoïsme humain, c'est un égoïsme qui doit se préserver de toute manière. C'est l'orgueil. Non, un artiste doit se préserver, parce que s'il ne se préserve pas, il est avalé par tout le monde autour de lui. L'enfance pour vous est très importante. C'est l'étape principale. Vous avez d'ailleurs avoué à plusieurs reprises que l'enfant est l'avenir du monde. Charles Aznavour, qu'a-t-il fait, que fait-il, que fera-t-il dans l'avenir pour que l'enfance soit bien établie dans le monde? Moi, de toute manière, ce que je fais, je travaille pour l'enfance arménienne, de l'Arménie, puisque c'est un pays qui n'avait pas de structure pour les enfants, pas plus qu'ils n'en avaient pour les vieux d'ailleurs, parce que le système soviétique ne leur a pas apporté cette chose. Les orphelinats étaient en mauvais état, vétustes, et je travaille pour l'enfance arménienne. L'Arménie vit-elle toujours en vous? Parce que là, moi, je suis d'origine arménienne, mais je suis français d'abord, mais c'est quand même les racines de ma famille, et qu'on ne peut pas nier, d'une part, ces racines, et puis on ne peut pas les oublier non plus. Étant jeune, étant enfant, étant chez vos parents, ou quand vous viviez avec vos parents, vous étiez certainement toujours sous l'affût ou sous le choc du génocide arménien. Vos parents n'arrivaient pas à s'en sortir. Oui et non. Attention, nous avons toujours parlé du génocide à la maison, mais mes parents ont été très fermes dans une chose, qu'on ne nous a pas élevés dans la haine du Turc. Pas du tout. Du tout. Pas du tout, parce qu'un gouvernement fait quelque chose, ça ne veut pas dire que le peuple est absolument d'accord, d'une part. Et tout ce qui se passe aujourd'hui pour la non-reconnaissance du génocide arménien, je n'incriminerai pas le peuple turc de ça, mais je dirais que les gouvernements turcs qui se sont succédés ont tout fait au contraire pour qu'on n'en parle pas. Le contexte de la maison, l'ambiance de la maison chez vos parents, c'était une ambiance triste? Non, c'est une ambiance gaie. Il y avait des moments dramatiques, bien sûr, puisqu'il y avait des moments de souvenirs, mais en dehors de ça, c'était une ambiance gaie, une ambiance totalement artistique. Votre relation avec vos parents est une relation qui a certainement évolué avec le temps. Quand vous êtes devenu ce que vous êtes, ils sont certainement devenus fiers de vous. Oui, mais ça n'a rien changé. Bien. Non, pas plus que ça ne change quelque chose avec mes enfants. Sont-ils devenus Aznavour ou sont-ils restés Aznavouriens? Ils sont restés aznavouriens. Il y avait uniquement Charles Aznavour, c'est tout. Oui, oui. Mon père disait toujours qu'il était aznavourien, lui. Charles Aznavour, passionné, généreux et sensible, mais aussi angoissé, instable et maniaque. Ces termes résument vos qualités et vos défauts. De toute façon, c'est ainsi que vous êtes décrit. On voit bien de contradictions dans tout cela. Ces contradictions, cette instabilité, sont-elles l'héritage de votre enfance? Une enfance marquée par un drame? Non, non, non. Pour moi, nous, on n'a pas été élevés dans le drame, on a été élevés tout à fait différemment. N'oubliez pas que mon père était de Géorgie et que chez nous, il y avait de la musique tout le temps. Non, 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 on n'a pas été élevés comme ça. Dieu merci. Parce que c'est ça, c'est ce qui sclérose les gens, c'est justement d'être élevés dans le souvenir unique d'un génocide. On ne peut pas faire ça. Charles Aznavour, vous êtes marié depuis 35 ans avec Ulla, c'est ça? Après 2 mariages, il y a un qui a été un mauvais timing, il y a un autre qui a été fait par erreur.
De toute façon, 35 ans, c'est une longue période. Est-ce que l'amour est toujours et encore, ou l'amour se transforme avec le temps? J'ai vécu ma vie amoureuse avec ma femme exactement comme nos parents l'ont vécu avant. Et je crois que c'est la meilleure manière. C'est la manière conventionnelle, traditionnelle. Totalement. Parce que les bouffées d'amour, c'est une chose, mais l'amour constant est bien meilleur. Et vous avez légué cette manière à vos enfants? J'espère. C'est une chose qui ne peut pas être héritée. Non, je crois pas. Charles Aznavour, le Liban vous attend le 1 août 1999. Donc on vous attend dans quelques jours chez nous, dans le temple de Baalbek. Le Liban, vous l'avez certainement connu. Vous êtes venu à plusieurs reprises. Vous avez chanté à Byblos dans les années 70, vers le milieu des années 70. Vous êtes venu bien avant également, dans les années 60 au Liban. Vous êtes revenu en 92 pour une petite visite éclair. Vous avez chanté, vous êtes reparti. Et les Libanais étaient vraiment fâchés parce que vous n'avez pas passé un séjour considérable avec eux. Cette année, votre séjour se démarquera par une visite de 4 jours. Donc c'est quelque chose. Vous allez essayer de sillonner le Liban, de le montrer à votre fils ou à vos enfants. Oui. Vous serez accompagné par votre femme, par votre épouse, je présume, ou non? Non. Par votre fils? Mon fils et ma fille. Nicolas Et Katia. et Katia. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous préparez pour les Libanais et à quoi vous attendez, le public de l'auditoire libanais? Nous verrons sur place. Dites-moi, quel souvenir gardez-vous du Liban des années 60? Oh, j'ai de bons souvenirs. J'ai d'excellents souvenirs. Ça, c'est autre chose. Mais pour ce qui peut se passer, je ne le verrai que sur place. Je ne fais plus de projets à long terme. Vous avez des amitiés au Liban? J'en avais. Maintenant, à savoir, on ne sait pas, on ne sait plus. Il y a des années où j'ai pas été quand même. Et la dernière fois, j'ai vu personne. La musique orientale, vous la connaissez bien entendu? Oui. Vous y êtes familier? Oui. Quels sont les chanteurs que vous connaissez? Bon, je connais les Libanais, je connais Férouz, bien sûr. C'est la plus célèbre dans le monde. Mais je connais toute la musique orientale, je connais bien, qu'elle soit égyptienne. Et puis depuis les époques comme à l'époque d'Abdel Wahab ou à l'époque de Farid El Atrache, Kalsoum, et puis par la suite avec Warda et les autres, je connais, oui. Je suis très curieux musicalement. Vous avez envie de revoir Férouz? Oui, oui, j'espère bien. J'espère moi aussi. Alors Charles Aznavour, que vous inspire l'aube du 3e millénaire, et plus particulièrement celui du 21e siècle? Qui vivra verra. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Pour les Libanais qui vous regardent ce soir, qui vous écoutent, vous n'êtes pas seulement Aznavour, vous êtes tout un siècle. Vous êtes le représentant de toute une myriade de chanteurs-compositeurs français qui ont fait sonner notre cœur et qui l'ont fait battre au rythme de vos chansons. Est-ce que vous pourrez partager avec nous ce soir quelques souvenirs de ce monde qui vit sans doute toujours en vous? Oh non, moi je sais répondre à les questions, mais je ne sais pas tellement dire d'autre chose comme ça. Parce que ce que je dis à dire, je le dis dans mes chansons. Charles Aznavour, moi je vous remercie de nous avoir accordé ce moment, ce petit moment quand même. C'était un plaisir pour moi de vous rencontrer. Merci. J'ai toujours voulu le faire et j'ai insisté à venir ici à Nyon, en Suisse, avant que vous ne rejoigniez le Liban. Je n'ai pas voulu vous inviter à Beyrouth parce que je me suis dit il faut donner l'avant-goût au public libanais de vous rencontrer, de mieux vous connaître, de voir comment vous êtes devenus, de voir les cheveux grisonnants, comment ils sont devenus blancs. Alors je pense que dans quelques jours, ils vont vous revoir sur scène dans le temple de Baalbek. Vous allez certainement faire trembler les colonnes et les murs de Baalbek. On verra. On va voir. J'espère que le répertoire que vous allez nous amener avec vous sera un répertoire à la hauteur du public libanais qui est mélomane, et ça on n'en doute pas. Est-ce que vous voulez clôturer l'émission, vous voulez clôturer cet entretien? Ce n'était pas une émission, c'était un entretien très rapide. Est-ce que vous voulez clôturer à votre façon? Vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais simplement que je suis ravi de revenir au Liban, parce que j'ai toujours été ravi d'y aller. Et puis je suis très curieux de voir ce que c'est devenu, parce que la dernière fois que je l'ai vu, comme je vous l'ai dit déjà, la ville était en dentelle, et Dieu sait si j'aime les dentelles, mais j'aime pas que les pierres deviennent ce qu'elles étaient devenues. Parce que c'est la folie des hommes qui fait ça. Et je suis ravi que tout ça soit totalement calmé. Et je vais voir, je suis très curieux et assez anxieux de le voir. Voilà. Merci. Bonne fin de soirée.